Bonsoir et bienvenue dans 85 chrono pour cette dernière émission de l'année 2023. Fidèle au poste comme chaque jeudi à mes côtés, Alexandre Le Naour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Avec votre beau pull de Noël et en concurrence avec votre voisin de droite, notre expert course à pied, running, trail, triathlon. Enfin on va parler beaucoup de trail ce soir. Oui. Johan Jadot. Bonsoir Johan. Salut Aurélien et ravi de voir qu'Alexandre m'accompagne dans cette solitude à deux. Solidarité. Voilà. Solidarité. Merci. On parlera trail bien sûr et puis aussi cadeau de Noël pour ceux qui ont des achats de dernière minute encore à faire. Vous allez, on est short quand même. Vous avez proposé quelques idées et on va parler également de tennis ballon, footnet plus précisément avec nos trois invités du soir du tennis ballon olonnais, désormais associé aussi au Sable FC OC. On a donc le président Kevin Castelao. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, l'une des joueuses du TBO, puisque le TBO s'est féminisé depuis quelques temps, Marion Pénaud, bonsoir. Bonsoir. Et puis un jeune joueur de Sablé, de cette équipe du TBO, les Sables FCOC, et également membre de l'équipe de France U21, Enzo Moquillon. Bonsoir. Enzo. On va revenir sur le championnat de D1. Il y avait une journée le week-end dernier. Il y avait les championnats du monde en République tchèque auxquels tu as participé. Enzo, on en parlera également. Mais on va commencer cette émission, Alexandre, avec du basket et bien une qualification historique pour les joueuses de La Roche-sur-Yon. Exactement, qualification historique pour une soirée historique. La Roche Vendée Basket y est jouée hier soir, mercredi, sa place pour les huitièmes de finale de l'Eurocup Women face à un autre club français, Charleville-Mézières. Et après l'égalité parfaite au match aller, les Tigresses se sont imposées 78-73 et se qualifient donc en huitièmes de finale. Pourtant, l'entame de match n'était pas des plus rassurantes côté RVBC, parfois maladroite dans la raquette. Les Lyonnaises procèdent à plusieurs réajustements pour reprendre la tête et ainsi mener 21-18. Début de deuxième quart-temps, les visiteuses remettent de l'efficacité et de l'intensité. Un nouveau temps mort remet le RVBC sur les rails. Une avance de plus 12 confortable à la pause, 43-31. À l'entame, Charleville pousse, mais les Tigresses, Anna Suarez et Vassiana Gomis permettent de contenir les Ardennaises. Il reste 10 minutes, un dernier quart-temps sous pression pour les Lyonnaises. L'écart s'est réduit mais est resté en faveur des Vendéennes qui s'imposent donc 78-73. La Roche affrontera Riga, équipe de Lettonie, en huitième de finale et ce sera mercredi 10 ou jeudi 11 janvier au Zouderi pour le match aller. Match aller donc au Zouderi, match retour en Lettonie et vous avez recueilli notamment les impressions d'une des joueuses, Naomi Zonzon, ainsi que du coach Manu Body à l'issue du match. C'est génial pour le club, franchement c'est la première fois qu'on passe en huitième de finale de Coupe d'Europe, donc après ce qui est super important, c'est que la dynamique qu'on va lancer sur cette Coupe d'Europe-là, à suivre pour la LFB. Tu vois, et le programme du mois de janvier, le fait de passer un tour de Coupe d'Europe, va nous amener quand même 4 matchs. Tu vois, avant d'aller à Landerneau, donc ça c'est très très bien pour bien préparer le match de Landerneau qui va être capital par rapport à la Ligue féminine. Et on est beaucoup mieux depuis un mois, donc voilà, je pense que ce soir les filles se sont fait plaisir, puis elles ont fait plaisir au public. Puis moi ce qui me fait plaisir c'est de voir la salle aussi bien garnie ce soir, tu vois, pour un 16e de finale et de passer en 8e, voilà, on est sûr d'avoir une salle pleine pour le 8e, donc ça c'est très très bien pour le club. Sur le match, je me suis sentie à l'aise, vraiment, moi je suis du genre combative et puis toute l'équipe l'est, donc c'est vraiment nos valeurs. Et donc ça a apporté un niveau de combat élevé et c'est pour ça qu'on a pu avoir la victoire et qu'on s'est battu jusqu'au bout, quoi. Et c'est bien de Naomi Zonzon, bien sûr, pour la joueuse interrogée à l'issue de cette qualification pour les huitièmes de finale. Allez, on va parler footnet avec nos invités du TBO, les Sables FC OC, avec cette équipe du TBO, on le sait, qui fait partie des meilleures équipes, meilleurs clubs de France depuis des années, de nombreux titres de champions, et qui joue de nouveau le haut de tableau cette saison. C'était la 5e journée le week-end dernier. On va voir quelques images puisqu'on y était. Une rencontre face à Évreux. Il y avait juste avant une rencontre face à ici les Moulineaux, où vous êtes imposé 3-7-0 et victoire 3-1 contre Évreux. Kevin, un rapide retour sur cette double confrontation. C'était une belle journée, c'était notre première journée de la saison à domicile, la 5e journée mais notre première à domicile, donc on avait un peu de public, c'était sympa, et là où on a une grande satisfaction, c'est d'avoir pu faire tourner un maximum les joueurs. On a un groupe maintenant de 7 joueurs en Division 1, ce qui nous permet d'être ultra compétitifs et de pouvoir changer les joueurs un petit peu à la volée. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe d'Évreux qui quand même occupe elle aussi le haut de tableau ? L'équipe d'Évreux s'est bien renforcée cette saison avec l'arrivée de Julien Riotto qu'on voit ici faire une retournée. Et de son frère Baptiste Riotto qui était également au championnat du monde du 21 avec Enzo. Ils se sont renforcés et donc forcément ça devient une équipe très compétitive parce qu'ils ont une base arrière qui est très forte.
Et maintenant, il faudrait qu'il s'améliore un petit peu en attaque pour pouvoir vraiment jouer le tout haut de tableau. Enzo, vous étiez sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi personnellement, plus ça va, plus je prends du temps de jeu avec le groupe D1. Et de pouvoir jouer de plus en plus de bonnes équipes et d'avoir de plus en plus de temps de jeu, personnellement aussi c'est bien. Et après oui, on a pris les 6 points, donc c'est le plus important. On va écouter justement le coach de cette équipe d'Évreux, Jérôme Elec, qui ne tarit pas d'éloges sur le TBO. Écoutez-le. Vraiment, il y a un mélange de différentes émotions, à la fois de la fierté de notre prestation contre une équipe référence et un peu déçu de ne pas avoir été vraiment encore plus loin et prendre 2-7 à Olonne, qui est vraiment une équipe référence en France. Clairement, on a trouvé une tactique pour les déranger un peu avec vraiment une grosse base défensive. Mais on a vu que, comme on l'avait dit avant le match, ce genre d'équipe, dans les moments importants, ils sont là grâce à leur vécu collectif. Vraiment, jouer dans la salle Océane, c'est vraiment une salle assez mythique dans le footnet français. Donc arriver ici à bousculer Olonne, c'est quand même une fierté, même si on est un peu déçu de perdre 3-1. Bon, Kevin, ça fait plaisir d'entendre ces paroles. Ouais, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est vrai que Jérôme est en plus un grand connaisseur de footnet depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de mots. Alors on va regarder le classement de cette division 1 de Footnet. On est sur de la nouveauté, on va y revenir un peu plus tard, puisque c'est la première saison où le Footnet est sous l'égide de la Fédération Française de Football. Donc on a un championnat à 18 équipes qui va redescendre à 11 l'année prochaine, donc ça fait 7 descentes puisqu'il y aura la création d'une division 2 et donc vous le voyez là sur ce tableau, 7 descentes et les 6 premiers qui joueront les playoffs fin de saison. Vous êtes à la deuxième place à 1 point du leader Nantes, malgré vos 10 victoires en 10 matchs, tout comme les Nantais, mais vous allez nous expliquer pourquoi vous avez 1 point de moins. On a 1 point de moins parce que une de nos 10 victoires a été faite 3 manches à 2. Et à ce moment-là, l'équipe qui a perdu prend 1 point défensif et celle qui a gagné perd 1 point. Voilà. Alors je le disais, le TBO a commencé une féminisation depuis quelques temps. 8 joueuses, c'est ça, au sein du club, dont vous, Marion. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé à pratiquer ce sport et arrivé au club du TBO. Alors, à pratiquer ce sport, j'ai débuté par le futsal 1 an. Et c'est une de nos coéquipières joueuses qui nous a dit on va arrêter cette section. Et du coup, on a vu le tennis-ballon. Les gars, en fait, ont pu nous accueillir. Et du coup, on a pu pratiquer ce sport. Et en fil en aiguille, on en a commencé à en parler, discuter autour de nous. Et c'est vrai qu'on a pu recruter des joueuses qui du coup maintenant s'est fortifié. Maintenant on est 8 féminines et d'ailleurs on en recherche toujours, mais en tout cas voilà, maintenant c'est ce qui fait que je pratique ce sport et depuis 3-4 ans. Donc, un des rares sports mixtes, puisque dans toutes les divisions, même en division 1, on peut présenter des équipes mixtes, c'est ça. Et alors vous, quelle compétition vous disputez ? Là on est en région du coup, première équipe, et du coup en mix avec des gars maintenant, donc c'est assez riche, et en plus de ça on apprend à se connaître dans nos jeux. Du coup voilà, maintenant c'est une nouvelle expérience, on apprend à se connaître dans nos jeux, dans nos pratiques, donc c'est intéressant. Donc potentiellement, vous pourriez aussi intégrer l'équipe 1 si vous atteignez le niveau suffisant. Oui, voilà, c'est ça. Ça vous fait rire pour l'instant, c'est pas... Non, c'est sincèrement dans l'idée. C'est vrai que Marion et plusieurs autres féminines de l'équipe ont un vrai talent. Donc ça pourrait être une cible dans quelques semaines ou quelques mois. On continue à parler Footnet dans quelques instants, mais on va passer à l'agenda du week-end. Alexandre, alors là, vous allez pouvoir prendre un peu plus votre temps. Il est beaucoup plus léger que d'habitude. Mais vous dites ça parce que l'agenda c'est très fortement réduit, effectivement, Aurélien. Mais l'on jouera encore en basket ce week-end et notamment en National 1 masculine pour la 18e journée de championnat. Tout d'abord, vendredi soir, après 3 défaites de suite, le Vendée Chaland Basket tentera de retrouver le chemin du succès. Ce sera face à l'Union Rennes Basket 35 à Michel Vrignot. Les Vendéens sont 8e, les Bretons 6e au classement. Et puis le lendemain, samedi soir, à la salle Beau Séjour, réception du 5e Loon Plage pour les Sables Vendée Basket. Vainqueurs le week-end dernier, les Sablés Lanternes Rouges joueront pour ne pas être trop décrochés en bas de tableau. Et puis le second rendez-vous de cet agenda, le dernier de l'année, nous emmène à Fontenay-le-Comte pour un événement de course à pied avec la corrida des Pères Noël. Dès 9h45, plusieurs courses enfants sont programmées. Côté adulte, départ à 10h30 pour le 5 et le 10 km avec également une marche de 5 km prévue à 10h. Rendez-vous donc dimanche matin, ce sera au stade municipal de Fontenay-le-Comte. Voilà, un petit 10 km
avant le réveillon de Noël, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas, Johan? Oui, exactement. C'est très bien. Et bien justement, ça va être à vous de prendre la parole, Johan Jadot, pour la chronique course à pied. Et on va commencer avec l'événement du week-end dernier. On en a parlé la semaine dernière, les courses du Père Noël, et on a eu la chance d'avoir sur ce plateau le vainqueur. Eh oui, c'est vrai, on avait le vainqueur sur le plateau qui faisait bien évidemment figure de grandissime favori, David Menanto, qui après 2 tentatives, parce qu'il était resté sur 2 échecs en 2021 et 2022, eh bien cette année il a pris le bon départ, il a pris la tête dès le début, voilà, il n'a pas voulu partager l'aventure avec ses camarades, il a marqué psychologiquement tout de suite le vainqueur sortant, Johan Fernandez, qui termine quand même 3e, le Haut-Savoyard qu'il avait emporté l'année dernière. David qui en termine en un temps quand même assez canon en 12h51 pour boucler les 133 km. À noter la belle 2e place également d'un garçon auquel il faudra peut-être retenir son nom, c'est Antoine Clément, qui est un très très jeune garçon pour faire de l'ultra, qui a un rêve, c'est de participer à la Barclay aux États-Unis, la course mythique, qui a déjà participé à la Diag, voilà, qui se lance des défis et qui a bien en tout cas accroché cette 2e place. Une petite note également, puisque la première féminine c'est Aurélie Bonnet qui en termine en 21h37. Le dernier concurrent a mis le double du temps du vainqueur, mais peu importe. Il a fini ses 133 km. Et puis également le duo, puisqu'il y avait une nouvelle course, la course intermédiaire, on va dire, un duo avec 69 km pour le premier relayeur, 64 pour le second. Et le duo Bréguin-Favreau chez les féminines s'impose et termine 5e au scratch. 5e au scratch du relais, avec un relais canon de Charlène Favreau qui a réalisé le 3e meilleur temps. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il y a eu de nombreux résultats, bien évidemment, le lendemain. Et puis, on va passer au calendrier course, mon cher Aurélien, parce que l'année 2023 a été chargée et fournie en course, et elle va l'être également en 2024, avec pas loin, j'ai noté 76 courses au programme, 76 courses à pied en Vendée. Donc ça fait plus d'une par week-end. Et puis bien sûr, je vous mets les championnats de Vendée avec les départementaux de cross-court qui sont déjà terminés, bien évidemment. Le cross-long, on va en parler, ça va revenir juste à la rentrée le 7 janvier à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le trail, ce sera avec le trail du lac, autour du lac du Jaunet. Départementaux de semi-marathon 17 mars, ce sera à Noirmoutier. Et le 25 mai, les 10 km de Luçon. Voilà pour les championnats de Vendée. À noter une nouvelle course qui va être créée, ce sera le 22 juin avec Monte-la-Maha. La Maha, c'est le bois qu'il y a derrière le Mont des Alouettes, aux Herbiers. Donc ça va crapahuter pas mal. Une belle idée encore une fois avec la BV, un trail relais à 4 avec des obstacles, avec des sections chronométrées dans les montées. On aura l'occasion d'en reparler, mais ça va être plutôt sympa. Et puis la disparition malheureusement des Côtes Pouzogèses, qui étaient là depuis de nombreuses années. Bon, on est en stand-by, il manque des bénévoles, on s'essouffle aussi dans l'organisation, donc on espère que ça va pouvoir repartir. Et justement, je voulais faire un petit clin d'œil à Claude qui nous a quittés il y a très très peu de temps parce que c'était un grand artisan des Côtes Pouzogèses qui était président à l'ABV Pouzauges et puis qui était un grand photographe. C'est vrai que dans la course à pied, si on n'a pas une photo de Claude, c'est que il y a eu un problème parce qu'en général il était toujours là et donc on le salue quand même en cette fin d'année 2023. Alors on parle de fin de carrière également pour petit clin d'œil. Athlètes. Oui, fin de carrière. Il y a eu un petit jubilé d'organisé à Montaigu le week-end dernier. Un petit hommage à Nico Coutan, qui était un très très bon athlète. Alors Nico, c'est le 3e, celui-là qui rigole pas trop là. Il rigolait pas trop en course à pied. Et ça lui a permis d'ailleurs d'obtenir quand même différents titres, médailles nationales sur 1500, sur 800. A été 2 fois vice-champion de France de 1500 dans sa catégorie. Et puis ça, c'était avec la grande époque du raid des chaussées. Nico qui était plus motivé par l'athlé, mais qui va continuer sa carrière en trail, donc on continuera à le suivre. Et puis, un petit coucou, même si elle quitte pas la BV, elle va partir à Paris, c'est Clarisse Picard, qui a été championne de France, des top 10 sur les championnats de France également de cross, qui s'en va vivre à Paris. On espère, en tout cas, elle va rester pour l'instant à la BV. Donc, on espère qu'elle va pouvoir garder le maillot rouge même bien sûr, à la capitale. Allez, c'est bientôt Noël, vous le savez. Pour ceux qui ont encore besoin d'idées cadeaux,
Vous en avez. Ah oui, j'ai des idées cadeaux, je sais pas si on va avoir le temps de tout passer, mon cher Aurélien. Je commence par lequel ? Je commence par la petite photo avec Itinéraire bis. Ça, c'est un super bouquin de Patrick Bohard, qui est un athlète formidable. On connaît bien sûr Manon Bohard, 3e des championnats du monde, sa fille. Itinéraire bis, pardon. Voilà, ça raconte les aventures en trail de Patrick Bohard. Il a toujours plein d'anecdotes à raconter. Ça, c'est extrêmement drôle. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. On continue avec un livre, alors là, qu'il faut absolument lire. C'est trop gros pour courir. C'est Vincent Maché qui l'a écrit aux éditions Mons. Vincent, il fait 150 kilos. Et il a une passion, c'est la course à pied depuis son plus jeune âge. Et ça nous donne de belles leçons parce que je pense qu'il va peut-être redonner espoir à des personnes qui ont un physique un petit peu en embonpoint, comme il dit, de pouvoir mettre un short, les baskets et de pouvoir courir. Et c'est vrai qu'on en a un petit peu ras-le-bol de tous ces Instagrammeurs qui nous exposent leur corps. Voilà, que vous soyez gros, petit, grand, moche, vous pouvez faire de la course à pied, il y en a pour tout le monde. Voilà. Bien sûr. D'autres idées, non ? D'autres petites idées ? Tout petit peu Allez, de temps. un petit dernier avec l'UTMB, bien évidemment. Alors là, il y a eu tellement de bouquins sur l'UTMB, mais celui-là, il est sorti spécialement cette année avec le récit de Doug Meyer. Les 20 ans de l'UTMB, le trail devenu légende. Il y a plein de trucs super sympas avec des photos, voilà, et puis des personnalités, bien évidemment, avec Kylian, avec Courtenay, qui parlent à l'intérieur de ce bouquin. Et la dernière minute, c'est le calendrier des bosses et des bulles, cher à Mathieu Forichon, que j'embrasse une nouvelle fois. Tout trailer qui se respecte doit avoir ça dans sa petite chambre ou à côté de ses chaussures. Ça, c'est formidable, c'est magnifique. C'est un bijou. Merci Johan, on avait prévu de reparler de cette fameuse tricherie marathon de Mexico. Je ne sais pas si on n'a pas le temps. Carton rouge. Je ne sais pas si on aura le temps. Ce sera pour 2024. Ça sera en 2024. Un petit cadeau quand même aussi pour les téléspectateurs, parce que vous avez beaucoup de talent, Johan, mais peut-être pas tous, notamment peut-être pas celui de danseur. Vous avez peut-être la fatigue aussi ce week-end du côté des courses du Père Noël, regardez. Voilà, petit cadeau pour les téléspectateurs, à côté de Marion Hérault. C'est après quand même 35 heures d'animation sans dormir, donc là au bout d'un moment on a les esprits qui s'échauffent. Mais j'ai découvert une formidable musique, formidable. Les yeux sont presque fermés. Les yeux sont fermés, effectivement. Mais il y avait la moustache. Il y avait la moustache. Allez, on vous retrouve l'année prochaine en tout cas pour de nouvelles chroniques. Merci Johan. On revient au Footnet avec nos invités du tennis ballon rennais, les Sables FCOC. On a Kevin Castello, le président, Marion Penaud, joueuse du club, et Enzo Moquillon, jeune espoir, qui a participé donc récemment, on va revenir là-dessus, au championnat du monde U21, alors que tu n'as que 17 ans. C'était donc du 3 au 5 novembre en République tchèque. Il y avait 7 joueurs de sélectionnés, et notamment 2 d'Évreux, d'ailleurs, 2 joueurs d'Évreux. Et donc Enzo, toi tu participais à la compétition en double, c'est ça ? Oui. Alors déjà, quelle a été la réaction au moment de la sélection en équipe de France ? Bah moi je m'y attendais pas déjà à passer les stages, parce qu'on a eu plusieurs stages avant la sélection. Déjà je m'attendais pas à être pris aux autres stages, donc ça a été une surprise, une vraie surprise et une fierté aussi un peu, parce que de m'entraîner et tout à chaque fois, de faire des efforts à l'entraînement, on va dire que ça paye, et du coup voilà, je suis plutôt content de pouvoir représenter ma nation en U21. Et alors, sur place, comment ça s'est passé ? Alors malheureusement, vous n'avez pas pu sortir de la phase de poule. Une victoire et 3 défaites sur les 4 matchs. Il y a eu donc 3 défaites contre la République tchèque qui finira championne du monde 2-0. Défaite contre la Corée du Sud 2-0. Victoire contre l'Espagne 2-0. Puis il y a ce match contre l'Italie. Vous parlez de 1, c'est là qu'il y a des regrets ? Oui, beaucoup même de regrets, mais voilà, c'est fait. Et c'est parce qu'on gagne le premier set en plus, donc forcément... d'énormes regrets même, je dirais, sur ce match-là. Et alors, qu'est-ce qu'on retient plus globalement de ce championnat et de cette expérience internationale ? Justement, on prend beaucoup d'expérience aussi. On voit aussi le niveau international et encore des progrès énormes à faire sur plein de compartiments, plein de choses encore à améliorer. Et ouais, l'expérience est juste magique à faire. Et voilà, après... pourquoi pas dans 2 ans y retourner avec plus d'expérience du coup et faire un meilleur résultat. Alors peut-être rappeler un peu ton parcours au niveau du Footnet justement, depuis quand tu pratiques ? J'en fais depuis maintenant ça va faire 2 ans. Oui, donc c'est assez récent. Oui, c'est assez récent et j'ai commencé grâce à mon tonton qui joue aussi avec moi en D1. Donc
Voilà, après, j'ai commencé à jouer avec la D1 cette année, en septembre. Et voilà, après, non, pas d'autres. Donc maintenant c'est que Footnet uniquement. Non, je fais les deux encore. Je fais aussi du foot Ok. à côté, avec mes potes. D'accord. Donc, Un mot du président Kevin sur Enzo, qui suit les traces, notamment on pense à William Rambo comme champion du monde, premier champion du monde avec l'équipe de France il y a 2 ans, ou l'année dernière. L'année dernière. Et donc là on a le jeune espoir qui arrive. Ouais, bah c'est Enzo a un profil vraiment très intéressant, comme il le dit, il est juste sur sa 2e saison. Donc il a eu une progression qui a été vraiment fulgurante sur la première année, alors qu'il ne s'entraînait entre guillemets qu'avec l'équipe loisir. Donc on a pris la décision effectivement en juillet dernier de le faire monter en équipe 1 et on le regrette pas du tout parce que voilà, il apporte sa fraîcheur, il apporte aussi un peu de challenge pour tous les gars. Donc voilà, c'est vraiment un profil très intéressant. Une petite question plutôt sur le déroulement du championnat de D1 de manière générale. Maintenant qu'il est passé, Aurélien l'a dit, sous l'égide de la FFF, qu'est-ce que ça change concrètement ? Est-ce que sur l'organisation, il y a peut-être plus de choses à voir ? Comment est-ce que ce protocole aussi a peut-être changé cette saison avec la FFF ? C'est un protocole qui est complètement différent. On est vraiment entré dans un autre monde, très sincèrement. On a fait en début de saison un séminaire des entraîneurs à 18 à Clairefontaine pendant tout un week-end. Tout est beaucoup plus carré, même si on avait quand même des bénévoles avant dans l'ancienne fédération qui étaient aussi très compétents et qui d'ailleurs participent activement même au sein de la FFF maintenant. Mais bon voilà, on est passé à une autre dimension et puis c'est super pour ce sport, on espère que ça va se développer. Alors Marion justement, qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs et peut-être surtout téléspectatrices pour présenter ce sport, peut-être vanter un peu ses mérites et peut-être attirer de nouvelles joueuses? Écoutez, c'est un sport, en tout cas c'est ce qu'on retrouve nous dans notre groupe, beaucoup de bienveillance, un sport sans pression où voilà, même si on n'est pas trop doué du ballon. Moi je pratiquais beaucoup le basket avant, j'ai intégré le futsal 1 année, puis là je fais du tennis ballon. Les gars nous ont accueillis très gentiment, et là c'est pas, on recherche pas pour l'instant le niveau, l'exploitation, mais après on voit qu'il y a des choses derrière. Donc finalement tout vient, le travail paye aussi avec du coup notre coach Kevin qui nous entraîne super bien, qui est toujours là. Il y a l'assiduité, mais après voilà, j'ai envie de dire, faut venir avec son sac, ses baskets et puis tester le jeu de balle. Alors pour revenir au championnat de D1, le grand rendez-vous ça va être le 20 janvier, pas très loin à Nantes, chez les voisins, les leaders, les champions en titre, une seule opposition face aux Nantais. Là, c'est vraiment le match à gagner, Kevin. C'est le match à gagner pour essayer de rester en haut du classement et pas se faire décrocher. C'est le derby chaque saison et à chaque fois, c'est des matchs ultra spectaculaires. Donc, on va essayer de faire le maximum et puis surtout de remporter 2 ou 3 points pour passer devant. Avant des matchs aussi importants en fin de saison face notamment l'Olympiako. L'Olympiako, qui est 3e, qui a remporté tous ses matchs mais qui a un match en moins, donc qui est pour l'instant 3e et qu'il va falloir surveiller. Allez, c'est l'heure de passer à l'entretien de 85 chrono. On passe du tennis ballon au football, puisque vous avez rencontré Alexandre, l'un des goléadors du championnat de National 3. On peut dire, c'est l'homme en forme même du Vendée Poiré Foot, l'attaquant Jordan Cuvier, 29 ans, qui en est aujourd'hui bien 10 réalisations avec les Genoux en N3. Alors avant la trêve, nous l'avons rencontré à Stade de Lidonnière, et puisque nous sommes à Noël, Aurélien, est-ce que vous voulez un petit cadeau, une petite anecdote sur Jordan? Toujours. Bien évidemment, friand de ça aussi. Eh bien, sachez que Jordan Cuvier a eu pendant quelques mois le même agent qu'un certain Olivier Giroud, l'international français actuel meilleur buteur de l'équipe de France, et d'ailleurs le joueur favori de Jordan Cuvier. Nous en parlons enfin de cet entretien. Bonjour Jordan Cuvier.
Bonjour Alexandre. On se retrouve ici au stade de l'Idonnière, dans vos locaux, le stade du Poiré Survie, dont vous êtes l'un des buteurs de cette équipe, bien entendu. Ça y est, la première partie de saison de National 3 s'est achevée le week-end dernier. Et à l'issue de cette 12e journée, le Vendée Poiré Foot culmine en 2e position de son groupe, à 1 point du leader Vertou qui compte un match de plus. Jordan, peut-être première question, quel est d'abord votre sentiment sur cette première partie de saison des Jeunots ? Eh bien, un sentiment de fierté déjà, tout d'abord, parce qu'on a fait une première partie de saison assez intéressante, aboutie aussi, parce qu'on sait par quelles émotions on est passé l'an dernier pour se maintenir. Aujourd'hui, on a une revanche avec cette 2e place, une première place en terre vendéenne par rapport aux autres clubs. On a aussi un match de moins, mais c'est surtout une grande fierté pour nous, pour les bénévoles, les partenaires et le staff de pouvoir être à cette 2e place. Alors vous avez d'ores et déjà entamé une trêve qui va donc durer pendant 3 semaines. La reprise de la compétition, ce sera le samedi 6 janvier prochain. Jordan, quel va être votre programme pendant ces 3 semaines avant le retour du championnat ? Du repos déjà jusqu'au 28 décembre, avec une reprise dans la soirée pour ensuite se préparer à rattaquer cette 2e partie de saison qui va être très importante et aussi alléchante parce qu'on va essayer de continuer sur notre lancée et dès le 6 janvier à Choré en match en retard. Donc très peu de repos finalement, c'est assez court. Très peu de repos, oui, c'est pour ça qu'il faut en profiter, profiter de nos proches, de nos familles, se ressourcer. Mais voilà, on aime aussi beaucoup le foot et on sera content de se retrouver le 28. Et si on revient sur ces 11 matchs disputés, on peut dire que vous réalisez un excellent début de saison. À 29 ans, un doublé lors de la première journée, un triplé sur la 2e. Vous avez été souvent décisif face au but, encore le week-end dernier face à la Châtaigneraie. Vous en êtes désormais à 10 buts en championnat, meilleur buteur de votre groupe en National 3, 12 buts même si on considère les 2 réalisations en Coupe de France. Est-ce que, Jordan, c'était le début de saison auquel vous vous attendiez ? C'est celui que j'avais imaginé. Après, est-ce que c'est celui que j'attendais ? Je ne sais pas, puisque je suis quand même un joueur qui a besoin de mes coéquipiers. On est aussi une équipe qui a été en reconstruction. On a eu des départs cet été. On a eu aussi beaucoup d'arrivées, donc il fallait intégrer tous ces nouveaux joueurs. Le début de saison idéal, oui, à titre personnel. Après un doublé et un triplé, c'est vrai que ça lance forcément la saison en termes de confiance, mais aussi collectivement parce que je trouve qu'on a pratiqué un jeu qui a été agréable aussi pour les supporters. Sur l'exercice précédent, en 2022-2023, votre compteur s'était élevé à 15 buts en championnat. Est-ce que l'objectif pour vous maintenant, c'est au moins d'égaler ce résultat ou alors, les statistiques, ça vous intéresse pas tellement ? Bon, ce serait mentir de dire que les statistiques ne m'intéressent pas. Qu'elles soient en termes de buts ou en termes de passes décisives, c'est quelque chose qui compte forcément pour un attaquant. J'ai un objectif de but. Après, je me base toujours sur une quinzaine de buts. C'est vrai que j'ai pris un bon départ. Je ne m'interdis pas de le dépasser. Si je peux apporter ça à mes coéquipiers, ce sera déjà bien. Justement, ce groupe du Vendée Poiré Foot, il a terminé très fort. Cette première partie de saison, vous êtes 2e donc, de votre poule, on l'a dit, invaincu depuis 7 matchs, 5 victoires, 2 matchs nuls. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que vous ayez terminé ensemble aussi fort cette année 2023 ? On a une grande cohésion, on a des joueurs qui sont acquis à la cause de l'équipe. On est plus ou moins tous complémentaires. Le groupe vit très bien en dehors du terrain. Et puis il y a aussi une identité club, une identité dans l'effectif qui est de jamais rien lâcher, qui est de se battre aussi non pas que pour une équipe mais pour un club. Et aujourd'hui c'est ce qui fait notre force. Alors on a beaucoup de réussite aussi. Voilà, il faut aussi reconnaître qu'il y a des matchs à la même période l'an passé qui tournent à notre défaveur. Tant qu'on aura cet état d'esprit qu'il faut avoir dans ce championnat National 3, on pourra continuer de se battre à jouer le haut de tableau. Début novembre, justement, sur le plateau de 85 chrono, Rabbi Zeroual a déclaré la chose suivante: le championnat va se décanter fin décembre, à nous d'être dans le bon wagon à ce moment-là. Diriez-vous que vous êtes actuellement dans le bon wagon ? Je pense que nous sommes dans le bon wagon. On dit souvent qu'il faut bien passer l'hiver. Alors on a commencé à bien l'aborder. On n'a pas été épargné par les blessures, malheureusement. À titre personnel, je pense que nous sommes dans le bon wagon. À nous d'y rester et de maintenir cette position de chasseur.
Votre président, en tout cas, Jean-Yves Cugnot, parlait lui d'un objectif top 3. C'est réalisable selon vous à l'issue de la saison ? Oui, c'est réalisable. On sait que le président est ambitieux. Il souhaite aussi faire vivre beaucoup d'émotions à l'Idonière. On est partisans de cette pensée, donc on va tout faire pour. On est ambitieux, mais on a aussi la tête sur les épaules et on fait, en tout cas, on donne tout pour terminer le plus haut possible. Oui. Alors Jordan Cuvier, pour parler de vous encore un peu plus personnellement, avant de poser vos valises au Vendée Poire et Foot, où vous évoluez donc maintenant depuis 2 saisons, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes originaire d'Avranches, formé au Stade Rennais, puis au Havre, vous êtes ensuite passé entre autres par plusieurs clubs, Béziers, Moulins, Lèche, Cap-Ferret, Chambly, Romorantin, Angoulême et Poitiers. Qu'est-ce que tous ces changements de club vous ont apporté ou peut-être aussi appris d'une saison à l'autre ? Ça m'a appris que parfois il faut savoir être patient. Que la patience n'a pas d'âge. J'ai eu beaucoup de clubs où j'ai été impatient dès lors que je ne jouais pas. Alors aujourd'hui, je dirais que ça m'a servi, puisque j'ai appris de ces erreurs-là. C'est un parcours que je ne regrette pas, parce que j'ai pu tirer de chaque club des situations favorables et défavorables, et ce qui m'a permis de me construire en tant qu'homme. Et sportivement, j'ai pu prendre de l'expérience partout où je suis passé. Aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de ce que je suis devenu et pleinement épanoui aussi du sportif que je suis ici. Est-ce que c'est un rythme épuisant aussi de faire ses valises, souvent à l'intersaison ? C'est un rythme épuisant, oui, c'est un rythme épuisant. On pense toujours que, comme on dit, l'herbe est plus verte ailleurs. Donc voilà, il faut savoir des fois écouter. C'est aussi épuisant pour les personnes qui vivent avec vous. Il faut savoir être patient, c'est ce que moi j'essaye de communiquer aux plus jeunes, de ne pas forcément être impatient, mais d'attendre sa chance et par contre à ce moment-là de la saisir. Il y a quelques années, vous disiez que votre joueur préféré était Olivier Giroud. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. C'est la combativité, c'est l'abnégation, c'est le fait de jamais rien lâcher. Et moi, je suis admiratif du joueur qu'il est et aussi de ce qu'il procure comme émotion. Quand il joue sur le terrain, on ne peut qu'admirer ce qu'il peut envoyer pour son club. Et diriez-vous que du coup, vous faites partie un petit peu de ces mêmes profils d'attaquants, on va dire très grands, pivots, et qui ont des profils qu'on voit un petit peu moins dans le football moderne ces dernières années ? Je l'avais déjà dit, on est dans un football où forcément les joueurs à grand gabarit deviennent un peu plus rares. On a un peu l'impression que c'est les profils plus atypiques aujourd'hui. Je trouve ça dommage parce que c'est des joueurs qui sont tout aussi importants que d'autres et parfois ça peut être une option dans un foot qui demande beaucoup de vitesse, beaucoup de jeu vers l'avant. J'aimerais voir davantage de joueurs comme ça, mais voilà, c'est pas pour l'instant on fait comme ça. Merci beaucoup Jordan Cuvier et puis surtout bonne fête à vous. Merci vous aussi, bonne fête de fin d'année. Merci. Voilà donc pour cet entretien avec Jordan Cuvier, on va terminer cette émission avec le quiz. Alors, Alexandre a concocté plusieurs questions sur toute l'année 2023, sur différents sports. Vous allez pouvoir vous confronter à Johan Jadot qui va jouer également. C'est parti Alexandre, première question, il nous reste 1 minute 30. Alors, du 24 septembre au 1er octobre 2023, les Sables d'Olonne ont accueilli les championnats du monde d'une discipline, laquelle ? Kitesurf. Non, autre discipline. Paddle. Stand-up paddle. Bonne exactement. Alors, quel club vendéen a remporté cette année le championnat de France de D1 de triathlon ? Les Sables. Ah non, c'est pas les Sables. C'est pas les Sables. Les Herbiers. C'est pas les C'est Sables. Saint-Jean. C'est Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. 2 sur 2 pour Johan. Alors, quelle athlète vendéenne est devenue championne de France élite du 400 mètres haies au mois de juillet ? Ah bah c'est spécial. C'est vrai que c'est spécial. Louise Maraval. Louise Maraval. Allez, football. Allez, en football. Alors, laquelle en football ? Ah oui, c'est ça. Quelles sont les 2 dernières équipes à être qualifiées en Coupe de France en 32e de finale ? Les Herbiers. Vendéenne, équipe vendéenne. Et Chaland, exactement. Et la Allez, dernière ? toute dernière question. Alors, dernière question, écoutez bien, Johan. Au cours de l'année 2023, de combien de temps, en moyenne, les chroniques de Johan Jadot ont-elles excédé leur durée initialement prévue ? Oh là là, c'est un... 7 minutes. 7 minutes. Oui. Ouais. Si on parle en pourcentage, je pense qu'on n'est pas... On est à 200%. 200%. Selon des calculs Ah oui. très précis, c'est ça. Et puis surtout sans réussir à dire tout le contenu de C'est ces vrai, chroniques. c'est vrai. C'est ça, D'ailleurs, j'aimerais le plus revenir important.
sûr. Donc vous connaissez votre bonne résolution pour l'année prochaine, Johan. Merci Alexandre pour le quiz. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à nos 3 invités. De bonnes fêtes de fin d'année à vous. Et on l'a pas dit, mais le 7 janvier, il y a une journée de championnat régional à la salle Océane en 3 contre 3 à partir des U16. Toutes les équipes affiliées FFF peuvent participer. Toutes. Ouais. Il suffit d'avoir une licence de foot, vous pouvez venir vous inscrire. Vous pouvez venir donc le 7 janvier à Olonne-sur-Mer. Merci beaucoup, merci Johan, merci Alexandre. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël à tout le monde. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès la première semaine de janvier avec 85 chronos, journal des sports et compagnie, etc. Très bonne fin de semaine à tous.